Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Conseils, études, régimes. En matière de nutrition, les informations circulent, se suivent et se ressemblent pas toujours, des informations parfois contradictoires qui peuvent mener à une véritable cacophonie nutritionnelle. Alors comment s'y retrouver? Notre système alimentaire actuel, nos modes de vie et de consommation ont-ils complexifié notre approche, notre rapport à la nutrition? Je reçois aujourd'hui Laurence Plumet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, il est Entre mes mains, le grand livre de l'alimentation, paru aux éditions Erol. Vous êtes également la fondatrice d'EPM Nutrition, une école de nutrition, et de napsothérapie. Napsothérapeute, c'est un métier que vous avez inventé. C'est une personne en fait qui est formée pour analyser les erreurs entre alimentation, activité physique et surtout le sommeil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. En qualité de médecin nutritionniste et de praticien hospitalier, je vois bien que depuis de nombreuses années, les gens prennent du poids, dorment mal, ne bougent pas assez. Les statistiques sont effrayantes en France. Et pas uniquement à cause du confinement. Ah oui, mais bien sûr. Oui, tout à fait, ça a toujours existé, mais ça a pris encore plus d'ampleur à l'occasion du confinement. Et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose parce qu'il n'existe pas de métier dans le domaine de l'accompagnement et du conseil concernant la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Et c'est pour ça qu'est né le terme de napso, puisque c'est le N de nutrition, le AP d'activité physique et le SO de sommeil. Donc, le napsothérapeute, c'est pas forcément quelqu'un qui est médecin. C'est une formation qui est accessible à tous, mais qui va être capable, moyennant une formation de 9 mois quand même, de 400 à 500 heures de formation. Il y a 3 axes quand même assez différents. Finalement, c'est l'environnement qu'on étudie aussi. Oui, bien sûr. Ce sont les 3 piliers de la santé. Il ne faut pas se contenter de parler de nutrition à quelqu'un. Il faut aussi parler d'activité physique et de sommeil, parce que ce sont les 3 piliers qui permettent à quelqu'un d'être en bonne santé. Et donc, cette formation, elle va permettre aux napsothérapeutes de savoir écouter, comprendre, évaluer les erreurs de comportement dans ces 3 domaines. Et là, cette conjonction des 3, elle est rare. C'est pour ça que j'ai créé ce métier, parce que ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui savent conseiller en nutrition, il y a beaucoup de coachs sportifs, mais personne ne sait conseiller dans les 3 domaines. C'est là que je me suis dit, il faut que je forme des gens à ça, mais sur des bases solides, sur des bases fondées sur les preuves, c'est-à-dire avec une approche médicale, scientifique, et donc sérieuse. Quelle est l'erreur la plus courante? C'est négliger son sommeil, j'imagine, qui n'en rentre pas. Mais bien sûr, puisqu'en fait, les gens sacrifient en fait une bonne partie de leur sommeil. Moi, il y a 15 ans de ça, quand on me disait je me couche tard, ils se couchaient à minuit. Maintenant, quand les gens disent « je me couche tard », c'est 2h du matin. Ils se couchent à 2h du matin. Et c'est oublier que le cerveau, c'est un organe qui a sa propre chronologie et qui a besoin de ces 8 heures de sommeil toutes les nuits. Or, quand vous vous couchez à 2h et que vous vous levez à 7 pour aller bosser, vous n'avez que 5 heures de sommeil. Ce qui est beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. Les études montrent qu'en moyenne, les Français ont 1h30 de sommeil en moins tous les jours. Et ça ne se rattrape pas. Et ça conduit à des problèmes de fatigue, de baisse d'activité physique. Quand on est fatigué, on n'a pas envie de faire de sport. Ça augmente l'envie de manger sucré, donc ça fait prendre du poids. C'est pour ça que tout est lié. Donc finalement, ça a un impact considérable sur les 3 autres champs, activité physique et effectivement nutrition. Sûr. Ils sont dépendants tous les 3. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il reste une méconnaissance des principes de l'équilibre alimentaire ? Ah oui. On a l'impression que les gens le savent, parce que Dieu sait si, depuis longtemps, avec le PNNS, on répète 5 fruits et légumes par jour, 3 produits laitiers, un peu de viande, du poisson. On l'a bien en tête, mais on a du mal à l'appliquer. Mais exactement. Vous savez, les statistiques montrent qu'une personne sur 2 consomme seulement 2 fruits et légumes par jour. Et qu'une personne sur 2 ne consomme pas les 3 produits laitiers aussi qu'on recommande. Vous voyez, donc, alors ça vient d'où D'abord, je crois que ça vient du fait de l'éclatement des recommandations. Parce que moi, j'ai connu l'époque où la parole du médecin était parole d'évangile, et ça doit le rester, parce que nous avons quand même une formation qui est longue, qui est sérieuse, qui est basée sur la preuve scientifique. Mais actuellement, c'est tombé un peu dans le registre émotionnel, et tout le monde se mêle de parler de nutrition. Alors, c'est très bien de parler de ses histoires personnelles, dans les blogs, etc. C'est toujours très intéressant. C'est pas mon propos de vouloir le nier, et c'est bien que chacun puisse prendre la parole. Mais de là à en faire une preuve scientifique, et d'en faire une recommandation, une injonction, pardon.
injection peut-être plus tard. Une injonction qui peut pousser certaines personnes. Donc on brouille l'information finalement. Je parlais de cacophonie nutritionnelle, c'est une expression consacrée par Claude Fischer, mais effectivement vous le disiez, réseaux sociaux, médias, est-ce que finalement on n'est pas totalement perdu face à ce torrent d'informations qui ne disent pas toujours la même chose? Mais bien sûr, puisque la preuve n'est pas là. Donc on est dans le registre émotionnel et donc les gens se disent « Ah bah tiens, je vais arrêter les produits laitiers parce qu'il paraît que c'est pas bon pour la santé. Ah bah tiens, je vais me mettre à manger vegan parce qu'il paraît que la viande c'est pas bon pour la santé. » Vous voyez ? Et donc tout ceci pousse les gens finalement à adopter des comportements qui les poussent à des carences. Et donc au lieu de leur faire du bien, on leur fait du mal. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce métier, parce que le napsothérapeute va aider les gens à mieux comprendre les erreurs qu'ils font et à optimiser leur comportement pour les aider à retrouver leur santé et leur éviter de tomber malade. Et on parle d'erreurs et pourtant on nous parle dans un même temps de bon sens alimentaire. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que naturellement on est enclin à faire les bons choix en matière d'alimentation? De sommeil, je ne pense pas. Mais en tout cas, est-ce que voilà, on fait les bons choix naturellement? Non. On devrait, parce que nous sommes omnivores et une alimentation saine, c'est tout simplement une alimentation dans laquelle on mange un petit peu de tout en quantité suffisante et de façon variée. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc il suffit de manger un peu de produits laitiers, un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'œufs, un peu de légumes, des féculents. Voilà. Donc ça, c'est du bon sens. Et c'est de la gourmandise. Mais en fait, on est détourné de ça par des injonctions donc, qui sont fausses et qui poussent les gens à supprimer des familles entières d'aliments de leur alimentation. Qui créent des déséquilibres. Qui créent des déséquilibres, des carences. Et puis l'industrie agroalimentaire sort aussi des produits qui sont certes bons, mais bons sur le plan de la gourmandise, mais pas toujours bons sur le plan nutritionnel. Pourtant, ils ont fait des efforts pour retravailler leurs recettes, je pense notamment aux matières grasses, au sucre. Oui, il y a eu quelques efforts, mais ce n'est pas suffisant. Dans le domaine du gras, passe encore, mais dans le domaine du sucre, étant donné qu'il y a une appétence qui est quasiment innée vers le goût sucré, l'industriel est plutôt tenté de fabriquer des produits qui sont relativement sucrés. Quand je regarde la composition des produits, il y a souvent beaucoup trop de sucre. Et ça, les gens ne le savent pas, parce qu'une étiquette, c'est impossible à décrypter pour un consommateur. Vous n'avez pas le sentiment que justement les Français sont davantage préoccupés par ce qu'ils mangent? Est-ce que les nutritionnistes sont davantage sollicités aujourd'hui? Alors, préoccupés, oui, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de problématiques, de scandales dans le domaine de l'agroalimentaire, sur le plan sanitaire, qui finalement éveillent l'intérêt des gens en se disant « Waouh, mais qu'est-ce que je mange? Est-ce que ce que je mange est finalement bon pour moi ?» Ce qui les pousse à se rapprocher d'ailleurs des circuits courts, ce qui les pousse aussi à reprendre la main sur préparer des plats et des recettes de façon plus artisanale, aller au marché, acheter des produits qui sont bons. Bon, maintenant, si les gens ont perdu cette habitude, c'est parce que aussi tout le monde travaille, parce qu'il y a beaucoup de stress, parce que les gens rentrent tard chez eux et qu'ils veulent des produits qui sont tout préparés. Si l'industrie agroalimentaire en est arrivée là, c'est parce qu'il y avait une demande aussi, de tout prêt, du prêt à cuisiner. Donc l'idéal serait d'avoir du prêt à cuisiner qui soit d'excellente qualité. Ça viendra. Vous savez, il y a des très bons industriels et puis il y en a d'autres qui sont moins bons. Mais il ne faut pas jeter tout le monde. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, les gens commencent à reprendre leur santé. À s'en saisir. Bien sûr. Vous savez, la science, la santé, c'est un peu comme la mer. Il y a des vagues. Je crois qu'on est arrivé à un maximum de gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ont le sentiment de ne pas bouger assez, de ne pas dormir assez, ils sont fatigués, de ne pas bien manger. Et je crois que c'est l'occasion, et c'est pour ça que j'ai lancé ce métier de napsothérapeute, c'est que d'une part, ceux qui veulent s'investir dans ce métier parce qu'ils ont envie de donner un sens à leur vie, c'est rudement bien d'apprendre tout ça. D'ailleurs pour soi et également pour conseiller les autres. La plupart de mes élèves sont des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui ont envie de s'investir dans ce domaine-là. Conseiller les autres et les aider à retrouver la santé, il n'y a pas mieux que ça, c'est beau. Voilà, donc ce métier, il est utile plus que jamais, il est accessible à tous. Et puis ceux qui ont envie vraiment d'apprendre et de se faire conseiller de façon sérieuse et fiable pourront aller voir des napsothérapeutes. Il y en a à l'heure actuelle environ une centaine, puisque cette formation a commencé il y a 2 ans. Vous parliez de familles d'aliments totalement évincées. Oui. La consommation de viande, par exemple, qui est largement remise en cause pour diverses raisons. Un Français sur 2 dit avoir
réduit sa consommation, Oui. réduction volontaire. Ces 3 dernières années, c'est une enquête menée par le réseau Action Climat et Harris Interactive en février 2021. Et parmi les motivations, ce qu'on retrouve, c'est la santé en ligne de mire. Près de la moitié avance cette raison devant le souci du bien-être, 36%, les préoccupations environnementales, 33%, et encore, et à un même niveau, 33%, le fait de vouloir réaliser des économies financières. La viande, effectivement, on a l'impression que c'est montré du doigt, question de santé, de durabilité. Est-ce que, vraiment, il faut revoir à la baisse notre consommation de viande ? Comme vous le disiez très justement, elle a déjà été revue à la baisse, surtout la viande rouge. Ceux qui ne l'auraient pas encore fait, parce que j'imagine que certains n'en consomment pas moins qu'hier. Oui, alors attention, il ne faut pas non plus trop se focaliser sur un aliment. Un aliment n'est jamais la source à lui tout seul de tous les problèmes de santé de la Terre. Ce sont les comportements alimentaires qui sont délétères. C'est-à-dire qu'on peut très bien manger régulièrement de la viande, à condition de varier aussi avec le poisson et avec les œufs. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de variété, et ça, c'est la santé. La variété, manger un peu de tout en quantité suffisante. Mais quelqu'un qui mange régulièrement de la viande, mais qui par ailleurs consomme suffisamment de légumes, des produits laitiers, des féculents, qui a une vie saine, qui est actif, voire sportif, qui dort bien, qui se couche avant minuit, qui a ses 7 à 8 heures de sommeil, c'est quelqu'un qui va très très bien se porter. Donc attention, parce que je vois bien que dans les réseaux sociaux, on a tendance à s'acharner sur certains aliments et à promouvoir le végétal. Alors le végétal, c'est un peu effectivement les régimes sans qui... Tout à fait. Le régime sans est dangereux. Sans gluten, sans sucre, oui, sans viande. Il est dangereux parce qu'aucun aliment n'est parfait. Et finalement, plus on restreint le champ de consommation, plus on s'expose au risque de carence. Par exemple, si vous supprimez les produits laitiers, vous risquez de manquer de calcium. Quoi qu'en disent ceux qui vous racontent qu'avec les légumes, vous aurez tout. C'est complètement faux. Bon. Si vous arrêtez complètement la viande et le poisson et les œufs, vous allez manquer de tas de choses, de protéines, de fer, d'oméga 3, etc. Vous voyez, chaque aliment a ses propres richesses nutritionnelles. Et donc, la santé, elle est dans l'équilibre, elle est dans la pondération, elle est dans une espèce de gourmandise, mais une gourmandise qui soit saine. Donc, encore un peu de tout. Et on arrête de s'acharner sur des familles d'aliments. Chaque aliment a ses richesses qui lui sont propres. Avant de nous quitter, Laurence Plumet, quel regard vous portez sur la food tech qui travaille sur les enjeux de l'alimentation? Et je pense notamment à ces applications qui fleurissent et qui entendent nous aider à mieux manger, à mieux faire nos courses, pour moins gaspiller, diversifier aussi notre alimentation. C'est quelque chose d'intéressant selon vous? Alors, il y en a plein. Il y a aussi le Nutri-Score qui permet finalement aux consommateurs de... Ça permet de faire les bons choix, le Nutri-Score? Oui, bien sûr. Mais il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Donc, effectivement, le produit qui est dans le rouge, il ne va pas le mettre. Bon, donc, il n'y aura que du vert foncé, du vert pâle. Bon, d'accord. D'un autre côté, dans une même famille d'aliments, ça permet, dans une catégorie d'aliments, ça permet de choisir celui qui est un peu moins gras et un peu moins sucré. Mais attention à ne pas trop dématérialiser non plus les comportements. Il faut que le consommateur reprenne aussi en main son libre arbitre. Et pour ça, il faut lui transférer de la pédagogie. Il faut qu'il apprenne à connaître. Et moi, je milite beaucoup pour que les étiquettes soient plus claires, plus transparentes, plus pratiques et concrètes aussi. Et puis sinon, parce qu'il faut reconnaître quand même que l'espace, il est modéré. Sinon, très réduit. Voilà. Et puis sinon, il y a encore l'expertise. Voilà, c'est l'expertise du médecin nutritionniste, du napsothérapeute. Il faut quand même se référer à des gens qui connaissent et qui savent transférer ces connaissances. Voilà. Merci beaucoup, Laurence Plumet. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Food. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée à toutes et à tous.